Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur le coaching et donc de faire un live sur le coaching. Et c'est assez spontané parce que j'avais récolté des questions il y a quelques jours et donc j'ai envie de répondre aux questions sur le coaching que j'ai reçu il y a quelques jours. Et voilà, là j'ai le temps entre deux rendez-vous, donc je le fais maintenant. Je ne l'avais pas annoncé. Bonjour. Mais comme il y a un replay, je me dis c'est pas grave, les gens pourront le voir dans les 24 heures et je pourrai aussi l'enregistrer et le partager. Donc c'est un rendez-vous pour parler de vos questions sur le coaching que j'ai reçu il y a quelques jours. Donc je vais répondre à toutes les questions en direct et c'est plus facile pour moi que de répondre individuellement. Alors d'abord j'espère que vous allez bien à la maison et que tout se passe bien pour vous en ce moment. Pour moi, c'est un peu l'effervescence parce que en tant que coach, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide en ce moment et qui sont prêts aussi à solliciter de l'aide de la part de quelqu'un. Donc c'est assez génial. Pour moi, c'est un moment où je me sens vraiment utile, où je sens que mon travail a de la valeur et c'est vraiment très intéressant. Donc je suis très contente de ça. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup plus de gens qui décident de prendre les choses en main et de demander de l'aide pour réussir à faire des choses qui les bloquaient jusqu'à maintenant et qui décident que ça ne va plus les bloquer. Bonjour. Donc, je vais répondre aux questions que j'ai reçues sur le coaching et puis la vidéo sera dispo après en replay si vous arrivez en cours de route. Je prends les questions dans l'ordre, j'en ai juste effacé 2 ou 3 parce que c'était redondant, j'ai reçu plusieurs fois les mêmes questions et je n'ai pas préparé les réponses parce que j'ai pas eu le temps. En ce moment, j'ai trop de trucs sur le feu et donc c'est spontané. La première question, comment démarrer dans le coaching? Est-ce qu'il existe des formations gratuites en ligne pour appréhender le sujet? Alors, je ne suis pas sûre qu'il existe des formations gratuites en ligne pour appréhender le sujet, mais moi je recommanderais de suivre des coachs parce que c'est comme ça qu'on découvre comment ils travaillent et bien souvent les coachs ont des choses gratuites à expérimenter sur leur site ou à travers ce qu'ils offrent sur les réseaux sociaux et déjà tu peux goûter au coaching comme ça, goûter à travers peut-être des vidéos inspirantes ou des exercices qui sont transmis si tu aimes ça et si tu as envie d'essayer soit de te faire coacher, soit de devenir coach après. Et donc déjà consommer peut-être, si je peux utiliser ce terme, consommer ce qui est offert par les coachs sur leur site et sur leur chaîne YouTube et sur leurs réseaux sociaux, etc. pour voir si toi ça te parle, cette forme d'accompagnement. Tiens, je vais sauter à la question, je vais peut-être pas faire les choses dans l'ordre, mais j'ai lu une question. Quelle est la différence entre le mot coaching et accompagnement hormis la langue? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, simplement accompagnement, on l'utilise un petit peu pour tout. C'est-à-dire que l'accompagnement, ça peut être un accompagnement thérapeutique avec un thérapeute. Donc les thérapeutes sont de la famille des psys. Et ça peut être un accompagnement médical, un accompagnement paramédical, un accompagnement en santé naturelle. Un accompagnement, c'est on forme une équipe et on vous accompagne quelque part. Un coach, c'est légèrement différent pour moi. Et pour ça, on peut revenir à l'origine du mot. Le coach, à la base, c'est une automobile, un wagon, quelque chose qui vous emmène d'un point à un autre. C'est-à-dire que historiquement, le coach, ça veut dire ça, c'est une automobile. Donc le coach, il va vraiment vous aider à définir là où vous en êtes, d'abord très clairement, et il va essayer de vous faire définir avec la plus de clarté possible là où vous avez envie d'aller. Et donc il va vous aider à trouver les étapes intermédiaires pour y aller. C'est ça en fait le coach, dans l'historique du mot. Et la semaine dernière, on en parlait dans la première classe de coaching, parce que donc j'ai commencé à enseigner le coaching. Le premier cours, on a dit que tout le monde avait des relations particulières à ce mot. Moi, je me rappelle qu'il m'irritait au début, c'est-à-dire que le mot coach, je trouvais ça très américain. J'étais pas du tout à l'aise avec. J'étais une accompagnante, j'étais une naturopathe spécialisée en libération des émotions qui fait de l'accompagnement. Et j'étais formée au coaching parce que je me suis formée 1 an après ma formation de naturopathe. Et petit à petit, alors c'est vrai que ça m'a aidé quand même d'être entourée d'un entourage qui n'est pas francophone, hein, parce que j'ai beaucoup d'amis et je fais beaucoup de formations dans des milieux plus anglophones qui ne sont pas du tout gênés par le mot coach. Et du coup, ça a arrêté de m'irriter. Il y a eu un moment où je me suis dit, en fait, je suis coach, j'accompagne les gens d'un point A à un point B
ou C ou D, là où ils ont envie d'aller. Et c'est tout, appelons un chat un chat. Et en fait, j'ai été à l'aise après avec. Mais il m'a fallu un peu de temps. J'étais pas à l'aise tout de suite. Si vous avez envie de rajouter des questions dans le chat, vous pouvez le faire si vous voulez. Alors ça, c'était pour cette question-là. Alors, combien de temps dure une formation de coach et comment choisir sa formation? Alors, il y a de tout qui existe. Ça dépend de votre besoin. Par exemple, moi, quand j'étais naturopathe, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'outils en plus pour aider les gens à se transformer. Parce qu'en naturopathie, on n'apprend pas aux gens à se transformer. On leur apprend à prendre en main leur santé parce qu'on les éduque, mais on leur apprend pas comment on se transforme. Donc c'est très différent, le métier d'éducateur et le métier de coach qui transforme, qui aide à transformer. Donc c'est vraiment pas du tout la même chose. Donc j'avais perçu qu'il me manquait ce volet-là. Et donc j'ai fait une formation, moi je l'ai faite en Inde, je l'ai faite en 12 jours avec le Vitality Living College, avec une femme que j'adore qui s'appelle Rangana Rupavi Sudari, qui est une femme vraiment fantastique. Et cette femme, je l'avais connue à Londres parce que j'ai appris l'outil Matrix avec elle, qui est un approfondissement EFT. Et donc c'est une indienne, et j'avais tellement adoré son énergie. J'ai trouvé que c'était une femme qui était exceptionnelle, qui s'est transformée, elle, parce qu'elle a été gravement malade plusieurs fois, elle a vécu vraiment des histoires de vie très difficiles. Elle s'est transformée et ça a été extraordinaire. Et de travailler avec elle, j'ai tellement appris, c'était tellement génial que je l'ai suivie jusqu'en Inde pour faire cette formation accélérée de coaching qui était de 9h le matin à 22h le soir sur 12 jours intensifs et en anglais. Et donc c'était coaching avec des outils PNL et un petit peu d'hypnose. Et c'était vraiment hyper bien. Donc j'ai eu plein d'outils que j'en ai bouffé toute la journée pour aider mes clients à se transformer. À l'époque, je ne voulais pas devenir coach. J'étais naturopathe, spécialisée en libération émotionnelle, et je voulais apprendre comment on fait pour aider les gens à percevoir qu'ils peuvent être une autre version d'eux. C'était ça en fait qui m'attirait et qui m'intéressait. Mais pour tout vous avouer, c'était ce qui m'intéressait pour moi en fait. C'est-à-dire comment je pouvais me transformer moi et devenir une autre version de moi que je savais être possible. Si vous ne le faites pas déjà pour vous, alors vous ne pourrez pas bien accompagner les gens qui veulent le faire aussi. Alors il y a quelqu'un qui a posé une question, c'était sur quel site de coach on peut trouver des outils gratuits. Tu tapes coach sur Google et tu cherches coach, tu cherches des coachs, tu regardes qui vibre avec toi. Comme ça là, j'ai pas d'idée, mais est-ce que tu as regardé déjà mes vidéos gratuites que moi j'ai sur Podia? Tu vois, c'est des vidéos qui sont très spontanées, donc j'ai pas forcément cherché à donner particulièrement un type d'exercice, j'ai pas fait de stratégie là-dedans, c'est sorti comme ça. Et donc déjà tu peux aller regarder, dedans il y a des exercices de coaching que j'ai utilisés dans ces vidéos-là. Je remettrai le lien après, si tu veux, dans les stories. Ensuite, donc combien de temps dure la formation de coach? Excusez-moi, je n'ai pas continué à répondre. Les formations qui sont plus étalées, qui ne sont pas intensives comme celles que moi j'avais fait là en intensif en Inde, elles durent sur plusieurs mois, 5 ou 6 ou parfois même jusqu'à 1 an ou plus longtemps, ça dépend à quel point c'est régulier, c'est-à-dire que parfois vous allez avoir un module que vous allez aller faire dans une ville. Je sais pas, vous n'êtes pas à Paris, puis c'est à Paris, c'est un module par mois, et puis entre les modules, il faut travailler tout seul, et puis il faut aussi pratiquer avec des personnes de la formation. Donc ça peut se faire comme ça. La formation que moi j'ai commencé à enseigner la semaine dernière, qui s'appelle Creator Coaching, que je co-enseigne avec Kairo Ora, qui est le fondateur de cette formation. Donc la formation c'est Selfcraft, c'est l'entreprise, et le fondateur c'est Kairo Ora, qui est australien et qui est installé en Thaïlande, c'est comme ça que je le connais. Et donc je co-enseigne sa formation à lui qu'il propose en fait. Et cette formation-là, elle dure 5 mois, et c'est un rendez-vous par semaine, plus des exercices personnels, etc. C'est au moins 5 heures par semaine de travail, tout seul, avec la classe, avec des personnes qui vous sont assignées dans la classe pour répéter les exercices, etc. Donc c'est cette durée-là. Et je pense qu'il faut bien ça pour vraiment intégrer les outils de coaching pour soi et pour pouvoir les transmettre après à quelqu'un d'autre. À qui s'adresse le coaching et quelles sont les qualités d'un bon coach? Alors, je ne sais pas si la question que la personne a posée,
elle est en lien avec à qui s'adresse le coaching en tant que client ou à qui s'adresse le coaching en tant que coach. Donc, je vais répondre pour les deux. À qui s'adresse le coaching en tant que client? Là, je vais répondre d'un point de vue personnel, puisque c'est comme ça que je l'ai découvert moi. Au début, j'ai eu besoin de faire plutôt de la thérapie, que j'ai eu besoin de venir me déposer quelque part en thérapie pour comprendre mon histoire, penser mes douleurs, découvrir qui j'étais aussi, faire un travail intérieur de découverte de qui j'étais. Donc, j'ai d'abord fait plusieurs années de thérapie pour vraiment me connaître, pour m'autoriser à, je vais dire, pleurer des parts de moi qui avaient été très en souffrance, etc. Et puis, au bout d'un moment, ça va mieux. En tout cas, pas forcément dans tous les domaines, mais dans une grande partie des domaines. Et puis, on se dit, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai compris de moi, de la personne que je suis devenue, et comment je participe au monde avec celle que j'ai compris que j'étais. Et c'est ça maintenant, c'est vraiment la question, qu'est-ce que je fais de ça? Et donc, c'est là qu'est intervenu le coaching dans ma vie, en tout cas en tant que consommatrice de coaching, en tant que cliente. Et après, c'est ça en fait, je pense que la personne qui va voir un coach, elle est prête à passer à l'action. C'est ça aussi la différence avec la thérapie, et ça je vais y revenir tout à l'heure. Quand on va voir un coach, c'est qu'on est prêt à se bouger. C'est différent de quand on va en thérapie, on est prêt à s'observer. On est prêt à aller regarder toutes les parts de nous pour voir ce qui est difficile chez nous, pour aller regarder notre histoire, pour aller regarder comment on est la personne qu'on est devenue, etc. En coaching, on ne va pas aller regarder le passé. S'il y a besoin, oui, on va ouvrir la boîte du passé et on va aller observer, mais on va très vite revenir au présent et on va très vite voir là où on a envie d'aller avec le coche, l'automobile. Et peut-être du coup, je vais répondre à la question du côté du coach. À qui s'adresse le coaching, c'est-à-dire si on veut devenir un coach en tant qu'accompagnant. Alors, encore une fois, je vais répondre d'un point de vue personnel, parce que ce sont des réponses qui me sont posées à moi. Pour moi, on est un bon coach quand on aide les gens à se rapprocher de leur vérité et à se bouger. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai cette fibre-là où en fait, quand les gens viennent s'épancher sur mon épaule, j'ai de la compassion et de l'empathie, etc. Mais très vite, je leur dis, qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu as compris, de qui tu es? Et qu'est-ce que tu vas faire pour toi, avec les autres et pour le monde? Maintenant, quelle place tu veux prendre en fait dans le monde? Et c'est ça en fait qui fait que je pense que c'est pour ça que le coaching est tellement évident pour moi, c'est que je reste pas longtemps dans la compassion et l'empathie. Je suis assez vite dans la transformation, dans le fait d'alchimiser, de faire un travail alchimique pour pouvoir transformer ce qui est en train d'être vécu pour basculer vers autre chose. Parce que ce ne sont que des opportunités de voir ce qu'on n'avait pas vu avant pour après devenir autre chose et créer autre chose. Donc voilà. Donc quelle est la différence entre le coaching et la psychothérapie? Dans la psychothérapie, ou tous les approches thérapeutiques en général, c'est un travail où petit à petit, vous découvrez des parts de vous et petit à petit, vous apprenez à aimer toutes les parts de vous que vous n'aviez pas vues avant ou que vous aviez mis sous le tapis et que nous avions mis sous le tapis, moi aussi. Et petit à petit, c'est comme en chamanisme, on dit du recouvrement d'âme. On récupère des parts de soi petit à petit et on vient les recoller, on vient les récupérer, on vient les cajoler, on vient les aimer, on vient leur donner ce qu'elles n'ont pas eu, etc. Et donc en thérapie, c'est vraiment un travail au long cours de récupération de parts de soi qui s'étaient échappées parce qu'il y avait eu des choses qui avaient été trop difficiles. C'est apprendre à se regarder, apprendre à regarder notre histoire aussi avec des yeux nouveaux et à devenir, à tenir sur ses jambes, j'ai envie de dire ça. Le travail thérapeutique, il nous permet vraiment de finalement réussir à retenir sur nos jambes après toutes les choses difficiles qu'on a traversées. Ce qui est différent du travail du coach, parce que le coach, il va plus vous bousculer, il va plus vous pousser un peu et vous dire, bon, allez, maintenant on y va.
Qu'est-ce que tu as envie de créer? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ta vie? Et moi, j'avais pensé à devenir psychothérapeute. Je n'exclus pas de le faire un jour, hein. Euh, J'avais pris des cours dans une école que j'adore beaucoup qui s'appelle Savoir Psy à Paris. Et j'avais fait psychopathologie comme cours avec Pierre Corret, qui aujourd'hui est décédé, mais qui était vraiment un merveilleux monsieur, qui avait fait des cours de psy à mon école, Isupnat, en naturopathie. Et j'étais tombée comme ça sous le charme de ce monsieur d'un certain âge. Et j'étais même allée déjeuner avec lui pour lui poser des questions et tout ça. J'avais super kiffé. Et ce monsieur était passionné de chamanisme. Et il m'avait mis aussi sur la voie d'un guérisseur, Alex Orbito, un guérisseur qui venait d'Amérique latine, que j'avais vu à Paris, qui fait des chirurgies, comment on appelle ça? Il vous opère à main nue, etc. Enfin bref, des histoires abracadabrantesques, mais c'était un monsieur très ouvert, qui aujourd'hui est parti, mais qui a fondé une école qui est absolument merveilleuse, qui s'appelle Savoir Psy. Si vous voulez devenir psy, c'est une école de psychothérapie humaniste. Et donc j'ai fait juste psychopathologie et psychodéveloppement de l'enfant. Et ça m'a permis quand même de comprendre un peu comment on fonctionnait. Et le travail psy, c'est très différent du travail de coach quand même. Parce que le psy, il écoute et il vous tend comme un miroir pour que vous regardiez ce qu'il y a là pour vous à découvrir quand vous êtes prêt. Et le psy, il ne vous bouscule pas, ou très peu. Il vous pose des questions, etc. Il a quand même des outils pour vous accompagner. Mais ce n'est pas celui qui est censé vous faire passer à l'action. Vous devez passer à l'action quand vous êtes prêt. Le coach, il vous fait passer à l'action parce que c'est pour ça que vous l'appelez. C'est parce que vous en avez ras-le-bol de répéter toujours les mêmes choses et que vous avez envie, dans les 3 prochains mois, ou les 6 prochains mois, ou les 9 prochains mois, de bouger votre cul et d'accoucher de quelque chose. Donc, ce n'est pas la même démarche. Et les deux sont très complémentaires. Moi, j'ai été en thérapie dans ma vie pendant au moins 5 ou 6 ans et j'ai été accompagnée en coaching ces dernières années aussi. Donc, en fait, c'est pas est-ce que je dois choisir l'un ou l'autre. La question, c'est plutôt à quelle période de ma vie je prends l'un ou l'autre. Mais dans une vie, on a besoin des deux, quelque part. Si on avait plus besoin de quelque chose, ce serait plus de la thérapie quand même, je pense. Parce que la thérapie, c'est vraiment réparateur, c'est vraiment restaurateur pour vraiment être bien avec qui on est. Le coach, il est la cerise sur le gâteau pour avoir une belle vie. Vous voyez ce que je veux dire? Pour avoir une vie à la hauteur de ce que vous avez envie de vous créer. Quand vous sentez qu'il y a autre chose qui est là pour vous, qu'il y a autre chose qui est possible. Le coach, il vous emmène plus loin, plus haut, plus beau. Si vous avez envie d'y aller, si c'est votre désir. Mais ce n'est pas forcément obligatoire pour une vie réussie. Donc ce sont pour moi 2 démarches qui sont différentes. Ce sont 2 moments de vie qui sont peut-être différents. Et en tout cas, si vous ne savez pas si vous voulez être, psychothérapeute ou coach, vivez les deux en tant que client et voyez comment vous percevez ça et comment vous seriez de l'autre côté. Donc, moi, ce que je disais tout à l'heure, écoutez simplement les gens recoller des morceaux d'eux. Moi, je sais que ça me frustrerait. Aujourd'hui, en tout cas dans cette période de vie où j'ai besoin que les choses bougent, peut-être aussi dû à mon âge, mon tempérament, aussi mon envie de créer des choses, etc. Alors, je ne me vois pas aujourd'hui psychothérapeute, mais peut-être que la vieille Anne-Claire, quand je serai plus âgée, sage, avec plus de cheveux blancs, etc., peut-être que je deviendrai psychothérapeute, je ne sais pas, je ne l'exclus pas. Voilà. Quelles sont les qualités d'un bon coach? Alors ça, j'ai pas répondu tout à l'heure. Un bon coach, c'est votre meilleur cheerleader. Un bon coach, c'est celui qui pense que vous avez déjà toutes les qualités pour réussir et qui va vous aider en vous mettant en face de votre vérité à vous bouger. Un bon coach, il va vous dire quand vous faites de la merde, comme dirait Caro, mon coach est le créateur de Creator Coaching. Et il dit que tout le monde a besoin d'un rude friend, d'un ami qui est un peu celui qui nous bouscule et qui nous dit toute la vérité, rien que la vérité. Le coach, c'est ça en fait. Il vous accompagne pour que vous vous bougiez vraiment en vous disant la vérité. En termes de qualité, il y a l'écoute qui est très importante, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux d'écoute. Parfois, on a l'impression qu'on écoute, mais on n'écoute pas vraiment parce qu'on croit savoir pour l'autre. Et ça, c'est une grande erreur. Quand on est un accompagnant sous quelque forme que ce soit, on ne sait pas pour l'autre, parce que l'autre a une réalité qui est complètement différente de la nôtre. Et ça, il faut vraiment apprendre à le faire. Il faut vraiment apprendre à se mettre en retrait, parce qu'on n'a pas du tout la même histoire de vie que l'autre personne en face.
Et il faut réussir à la laisser se déposer, à l'écouter pleinement et à lui poser les bonnes questions au bon moment pour qu'elle trouve ses propres réponses. Et si on sent qu'elle peut mieux faire, il faut la pousser encore. Ah bon? Et est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et est-ce qu'il n'y a pas autre chose encore? Et elle va trouver ses propres réponses. C'est tentant d'aider les autres avec ce qu'on sait, avec ce qu'on connaît, avec les choses que nous on a compris parce qu'on a traversé des difficultés, etc. et qu'on croit qu'on a la réponse. La personne, elle ne vient pas pour ça en coaching. Elle ne vient pas pour du conseil. Elle vient pour trouver ses propres réponses à l'intérieur et s'épanouir avec ses propres pétales. Elle ne vient pas chercher les nôtres en fait. Donc ça n'exclut pas qu'à d'autres moments, dans d'autres échanges qu'on peut avoir avec les personnes qu'on accompagne, nous partagions aussi des morceaux de vie qui nous ont été utiles. Mais dans ces cas-là, c'est un autre contexte que le contexte du coaching pur. C'est un échange d'expériences, etc. Ça peut être aussi un peu du mentorat si les personnes que nous coachons, ce sont des personnes qui peut-être ont un peu notre profil quelques années avant, comme ça arrive bien souvent quand on se spécialise. Ok, pourquoi c'est si cher? Alors, cette question est intéressante et je l'aime bien. Et je vais donner la réponse de Rangana, la femme que je disais tout à l'heure que j'ai trouvée absolument admirable, que j'ai rencontrée à Londres en étudiant Matrix, un outil EFT pour celles qui tapotent. Et Rangana nous a posé cette question. Je me rappelle, c'était quand? Ça fait 4 ans, je crois, ou 5 ans. Et c'était mon anniversaire, je m'en rappellerai toujours, un 9 juillet. Et elle nous pose la question en classe de Matrix. Elle nous demande nos tarifs. Et donc on donne nos tarifs. À l'époque, j'étais à 80 € par séance, que ce soit en EFT ou en naturopathie. Et elle me regarde, elle me dit pourquoi c'est si bas? Je dis c'est mon prix, je suis à l'aise avec ce prix, j'estime que je suis encore un peu jeune, etc. Et elle nous pose la question au groupe et elle nous dit qui sont les gens qui sont les mieux payés au monde? Alors là, on se concerte et puis on dit, alors les gens qui sont les mieux payés au monde, c'est souvent du domaine des artistes. C'est des gens qui sont des chanteurs ou des grands sportifs, etc. Et puis elle nous pose la question suivante, pourquoi ces gens-là, on les paye autant? Alors là, on répond, parce qu'ils travaillent beaucoup. En même temps, nous aussi, on travaille beaucoup. Et puis, on lui dit parce qu'ils nous émerveillent. C'est des gens qui arrivent à nous faire quitter nos soucis et nous emmener dans un univers qui nous émerveille, ils nous font nous sentir bien, ils nous font danser, ils nous font chanter, ils nous font rêver et ils nous font du bien. Alors là, elle répond oui, c'est exactement la réponse qu'elle souhaitait qu'on trouve. Et elle nous dit, vous, qu'est-ce que vous faites avec les gens? Alors là, on lui répond, on les aide à se sentir bien et on les aide à retrouver un autre regard sur la vie, sur leur vie, sur ce qui est possible. On les aide à se connecter à leur joie profonde, à libérer leurs émotions, à ce qu'ils reprennent en main leurs responsabilités de leur vie, etc. Et là, elle nous dit, donc vous leur apprenez à le faire, c'est-à-dire que ça dure bien au-delà d'une chanson de 3 minutes ou d'un match de 90 minutes. Vous leur apprenez à le faire et vous les aidez à le faire et c'est durable. Vous obtenez des résultats durables. Et là, j'ai trouvé en fait que son raisonnement était vraiment hyper intéressant parce que je m'étais jamais posé la question comme ça en fait. De effectivement, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur dans ce qu'on paye? Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur dans ces cas-là? Et là, je me suis rendu compte que oui, c'était extraordinaire, qu'en fait, si on arrive à reconnecter, à aider quelqu'un à se reconnecter à son énergie de joie, à sa pleine responsabilité pour prendre en main sa vie, créer sa vie, alors c'est inestimable ce travail. Et c'est un travail qui est vraiment colossal. Et ça a tout changé pour moi dans la vision des prix. Et autant avant, j'avais beaucoup à cœur, j'étais beaucoup dans la comparaison. J'étais, en fait, je vais regarder les prix qui sont pratiqués dans mon quartier ou des naturopathes qui ont à peu près le même âge, la même expérience, etc. Et après, j'ai changé cette vision-là et je me suis dit, en fait, je vais offrir des prix qui vibrent avec moi par rapport à ce que j'estime que j'offre comme type de solution pour la problématique des gens qui viennent en face. Et si c'est cette valeur-là, alors c'est cette valeur-là et je vais trouver en face des personnes pour qui ça vibre ça. Et donc, à la question pourquoi c'est si cher, j'ai envie de répondre à la personne qui a posé la question parce qu'on vous apprend à pêcher vos propres poissons. Et parce que vous êtes libre. Et parce que ça, c'est inestimable. Et donc voilà. Et aussi,
En tant que partage de l'autre côté, en tant que coach, au début j'avais des tarifs, au début pour commencer en fait, pour vraiment grandir dans ma pratique et tout ça, j'avais des prix qui étaient très accessibles. Aujourd'hui, je suis plus chère. Euh, le fait de pratiquer des prix qui sont plus élevés, je travaille avec des personnes qui sont beaucoup plus engagées. Alors, peut-être c'est des personnes qui ont un peu plus d'argent, mais pas forcément. Il y a des gens parmi mes coachés qui ont emprunté de l'argent, qui se sont arrangés, qui ont travaillé plus, etc. pour gagner de l'argent. Donc ça ne veut pas dire que c'est des personnes qui sont plus riches que les personnes que j'accompagnais avant. Ce sont des personnes qui ont fait l'effort de trouver l'argent pour bénéficier de cet accompagnement. Et donc leur engagement, il est encore plus fort. Et on va encore plus loin. Parce que quand vous êtes encore plus engagé, vous ne faites pas... vous n'évitez pas de faire vos devoirs, etc. Vous les faites pour de vrai et vous êtes vraiment engagé. Et pour ça, c'est hyper fort. Moi, je vois vraiment la différence. Les personnes que j'accompagne depuis que je suis coach à temps plein, c'est extraordinaire en fait, à quel point elles ont bougé, à quel point ça a avancé puissance 1000. Donc, il y a aussi ça, il y a aussi la part d'engagement. Alors, j'avais la question ensuite, comment évaluer la valeur financière d'une heure de coaching ? J'aurais aimé que la personne qui pose la question nous dise si c'est une personne qui voulait payer une heure de coaching ou qui se demande comment facturer son heure de coach en tant que coach. Et donc, je n'ai pas vraiment la réponse à cette question. Comment évaluer la valeur financière d'une heure de coaching ? Pour moi, ça ne marche pas comme ça parce qu'une heure de coaching, c'est rarement une heure unique. Il y a très peu de coachs qui prennent en accompagnement sur une séance unique. C'est un accompagnement qui va durer plusieurs mois, le plus souvent. Donc, comment tu pourrais évaluer la transformation qui va s'opérer en toi si c'est de la part du client, si la question vient d'un client ou d'un futur client? Combien tu paierais pour te transformer? Combien tu paierais pour accoucher de toi et pour être... alors, on ne sait pas, je ne sais pas, si tu veux trouver ton courage pour une reconversion professionnelle, si tu veux emmener ton entreprise à un autre niveau, si tu veux trouver l'amour, parce qu'il y a aussi des coachings amoureux, etc. Quelle valeur tu mets là-dessus? Combien tu veux payer pour réussir à avoir une entreprise qui fonctionne ou pour trouver l'amour de ta vie? Là, c'est toi qui mets la valeur dessus. Et en tant que coach, comment fixer son prix? Moi, ce qui m'avait aidé, c'était de faire The Great Work, qui était donc une semaine intensive avec Cairo. Je l'avais fait en janvier 2019 à Pai, en Thaïlande. Et on l'a proposé en français en octobre 2019. Et s'il n'y a pas Corona, on avait envie de le refaire en octobre 2020, mais on ne sait pas si ça va se faire, parce que c'est quand même beaucoup de travail de faire déplacer Cairo, etc. Si c'est annulé, on ne va pas y arriver, donc on ne sait pas trop comment on va faire. Mais là, il faut se poser la question de comment tu as envie d'accompagner les gens. Et donc, en tant que coach, moi, je le fais avec mes coachés, de se poser la question de combien d'heures par semaine tu veux travailler, avec combien de personnes tu veux travailler en même temps, quel est le volume de travail que tu mets là-dedans, ton investissement personnel, et comment tu veux... comment tu gagnes aussi ton argent, qu'est-ce qui rentre pour toi? Est-ce qu'il y a l'accompagnement individuel? Est-ce que tu fais des groupes? Est-ce que tu fais d'autres choses en ligne? Comment tu veux répartir comme ça tes rentrées d'argent? Comment tu veux travailler là-dessus? Et donc c'est tout un travail de questionnement à se poser pour que toi tu crées tes prix. Et ça, c'est bien d'être accompagné pour le faire. Moi, j'ai bien eu besoin d'un rude friend pour m'accompagner, un coach qui m'a coaché pour définir mes prix. Et parce que c'est pas facile tout seul. On a tendance à se sous-évaluer souvent. Donc ça, c'était pour cette question. À quel moment on peut se lancer en tant que coach? Faut-il avoir un diplôme obligatoire? Alors ça me fait penser à une question que j'ai reçue par mail. Je reçois énormément de questions par mail pour des gens qui veulent se former. Donc je suis heureuse de faire des vidéos comme ça que je vais pouvoir laisser à disposition. Je vais essayer de la sauvegarder, celle-ci. Donc faut-il un diplôme obligatoire? Selon moi, si vous pouvez vous former, formez-vous à ce que vous voulez offrir au monde. Parce que même si vous avez l'impression qu'être autodidacte, ça suffit, selon moi, ça ne suffit pas. C'est pas parce que vous êtes fait coacher, que vous avez fait un certain nombre de retraites, etc., que vous avez beaucoup grandi, que vous avez beaucoup changé, que vous êtes déjà à même d'être un accompagnant ou une accompagnante. Pour moi, c'est un vrai métier. Et pour apprendre à en faire un vrai métier, il faut savoir quelles sont les limites de ce métier, là où vous n'allez pas aller.
Par exemple, en tant que coach, je disais tout à l'heure, le coach, il donne pas des conseils. Le coach, il écoute et le coach, il vous aide à trouver vos propres réponses. Et ça, si j'avais pas été formée en coaching, je pense que je serais très très tentée de donner tout le temps des conseils. Bah oui, forcément. J'ai trouvé des réponses, donc je vais les donner. Et c'est très important en fait de connaître les limites d'un métier quand on propose quelque chose. Et je vais prendre l'exemple de la naturopathie. Il y a plein de gens qui sont autodidactes en santé naturelle parce qu'ils ont eu des problèmes de santé, ils ont trouvé leurs réponses, ils ont lu des livres, euh, ils se sont renseignés, ils ont fait des retraites, ils ont peut-être fait des mini-formations, etc. Ça ne fait pas d'eux des naturopathes. Un naturopathe certifié qui allait jusqu'au bout de sa formation, qui a répété un certain nombre de fois des séances, etc., dans un cadre naturel, etc., pour apprendre à faire une conduite de séance, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est autodidacte et qui connaît juste des réponses sur la santé. Alors je ne veux pas dire qu'en termes de connaissances, il n'est pas calé. Hein. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait être calé en termes de connaissances. Mais pour apprendre à accompagner dans une certaine discipline, il faut apprendre le cadre de cette discipline. Et ça, c'est très important. Parce que sinon, en fait, on risque de faire des boulettes. Et c'est pas notre métier. En fait, il y a des choses, qui s'apprennent. C'est des choses qui sont de l'ordre de savoir créer la présence qui favorise la transformation. C'est savoir là où on peut aller, là où on ne peut pas aller. Et ça, c'est vraiment très important pour se sentir légitime dans son activité et pour pas dépasser les limites. Donc, moi, j'ai envie de dire, formez-vous. Formation courte, formation longue, peu importe ce que vous voulez, mais formez-vous. Donc, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un diplôme? Je dirais oui. D'avoir une certification, celle que vous voulez. Hein. Moi, je ne suis pas pour les certifications forcément qui sont reconnues. C'est-à-dire que, enfin bon, je suis naturopathe en même temps, en France, c'est pas reconnu. Hein. Donc, j'ai pas besoin qu'elle soit reconnue pour qu'elle ait de la valeur pour moi. Je vous ai dit, j'ai appris mon niveau 1 en coaching, donc je l'ai fait avec Rangana en Inde, Vitality Living College. Et puis mon niveau 2, si on peut dire comme ça, c'est avec Cairo, parce que j'ai fait le CCP Creator Coaching niveau 2 avec lui. J'avais pas fait le niveau 1, celui que j'enseigne en ce moment, je l'ai récupéré après. C'est pas obligé d'être reconnu pour que ce soit de valeur en fait. Pour moi, la valeur, elle se situe dans les personnes que j'ai choisies. J'ai choisi d'être formée auprès de personnes que j'admire, qui, elles, se sont transformées d'une façon absolument admirable. Ce sont des personnes qui, pour moi, ont une énergie de vie, une générosité vis-à-vis de la vie. Ce sont des personnes qui sont enthousiasmantes, qui m'émerveillent, qui arrivent à me connecter à des parts de moi où je me dis, mais en fait, tout est possible, et pour moi aussi. Donc, voilà, moi, j'ai envie d'apprendre auprès de personnes que je trouve excellentes. Et pas, j'ai pas envie d'apprendre juste parce que sur le papier, j'ai une certification, etc. Alors attention, ce que je dis là, ça a des limites à deux égards. La première limite, c'est que si c'est pas certifié, reconnu RNCP en France, il n'y a pas de financement possible. Donc ça, c'est la première limite. Si vous voulez être financé par vos entreprises, etc., donc c'est pas possible. Et la deuxième limite, c'est si vous voulez être coach en entreprise, où là, par contre, on risque de vous demander peut-être des certifications particulières selon les entreprises. Donc ça dépend. On m'a jamais encore demandé d'intervenir dans des entreprises en tant que coach, mais on m'avait demandé en tant que naturopathe. En tant que naturopathe, c'était pas un problème que la naturopathie soit pas reconnue, mais en tant que coach, pour l'instant, ça m'est pas encore arrivé. Mais j'imagine que ça pourrait être un souci. Voilà, j'en sais rien. Certainement pas pour toutes les boîtes, mais peut-être pour une partie des boîtes. C'est tout, c'est la seule limite. Mais si vous travaillez avec des individuels comme moi, je travaille qu'avec des indépendants, avec des petites entreprises, avec des micro-entrepreneurs ou des gens qui ont une SARL, une SAS. Pour moi, c'est pas du tout un problème en fait que j'ai des certifications que j'ai fait à l'étranger, puisque j'ai fait ça en Thaïlande et en Inde, donc c'est pas du tout reconnu en France. Quelle formation de coaching en présentiel je peux conseiller? Alors, je ne sais pas, parce que j'en ai pas fait. Et j'ai du mal à conseiller des choses que moi, j'ai pas fait. Il se trouve qu'il y a quelques années à Paris, j'avais une très bonne copine, Mylène. Si tu es là, Mylène, coucou. Elle avait fait le Playground à Paris, c'était dans le 7e, et elle a adoré le Playground. Donc voilà, c'est dans le 7e. Playground, ça veut dire le terrain de jeu,
en français. Donc voilà, apparemment c'était vraiment super. Je ne sais pas s'ils existent toujours. Si vous avez des formations de coaching à recommander, peut-être que vous pourrez les mettre, peut-être que je pourrais faire un post et que chacun pourrait les mettre sous son post, sous le post. Voilà, on peut peut-être faire ça comme ça. Alors là j'ai une question qui est pas vraie. Si c'est une question, mais il n'y a pas de verbe. Coaching de vie, sexo, famille versus coaching professionnel, dirigeant, orga, carrière. Alors, je n'ai pas trop compris la question, mais il semble que le coaching, là, c'était la question, c'est est-ce qu'on doit orienter le coaching ou quelle est la valeur d'un coaching qui est orienté ou je ne sais pas. Quand on apprend le coaching, en général, on l'apprend dans toutes les dimensions de la personne. On l'apprend déjà à la dimension intrapersonnelle, interpersonnelle avec les autres et transpersonnelle au niveau de la contribution qu'on veut offrir au monde. Et on décline toutes les dimensions de la vie. Bien entendu, on va parler de ce qui est important pour la personne à un niveau intime et personnel, sa relation avec elle-même et avec son couple, sa famille, ce qu'elle a envie de créer, ses relations amicales, etc. On utilise beaucoup d'outils de communication en coaching. Ensuite, on va bien sûr parler avec la personne de ses aspirations professionnelles, de la façon dont elle a envie de contribuer au monde. Et ça, c'est pour ça que pour moi, mon activité est en pleine ébullition, surtout en ce moment. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui arrêtent de faire les timides et qui enfin se disent « Mais oui, je veux contribuer au monde avec tout ce que je suis, avec tout ce que j'ai appris. Et j'ai envie d'aider le monde aussi à ma manière et j'ai envie d'offrir quelque chose qui a de la valeur, etc. » Et ça, c'est juste waouh! C'est merveilleux de voir à quel point les gens ont envie de se bouger maintenant. Donc, quand on se forme en coaching, en règle générale, on apprend tout. Après, on fait du coaching avec sa teinte. Donc, c'est la même chose dans toutes les disciplines. Par exemple, moi, j'ai choisi d'être coach spécialisé pour les personnes qui aident les autres. Donc, parmi mes clientes en individuel, je dis clientes parce que le féminin l'emporte grandement. Parmi mes clientes en individuel, je n'ai que des personnes qui travaillent dans la relation d'aide. Donc ça veut dire que moi, mon filtre, il se fait au niveau professionnel quelque part. Si elles ne sont pas tout ou partie à utiliser leur temps pour aider les autres, je ne prends pas en rendez-vous découverte, même pas. Donc des naturopathes, des ostéopathes, des profs de yoga, des activistes, des journalistes, des femmes qui sont courageuses et qui ont envie de transformer les choses et d'avancer. Donc on pourrait dire que mon angle, il est plutôt professionnel, mais en même temps, on aborde toutes les dimensions de la vie. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas là, en fait. On travaille sur leurs aspirations pour leur vie personnelle, on travaille donc sur leur boulot, sur leurs finances, sur ce qu'elles ont envie d'apporter au monde, etc. Mais on travaille aussi sur leur vie intime et amoureuse, sur ce qu'elles ont envie de créer pour elles, parce qu'en fait, une vie pleine, complète, épanouie, c'est dans toutes les dimensions que ça se passe. Et parfois, on a un point bloquant qui est au niveau professionnel, mais en fait, il faut peut-être aller chercher au niveau personnel, là où il y avait quelque chose à découvrir, à dévoiler, et hop, de l'autre côté, ça se dévoile en même temps, parce que c'était bloqué. Donc on peut avoir un angle, c'est même bien d'avoir un angle, parce que du coup, ça nous fait vraiment une niche auprès de laquelle communiquer, ça nous fait vraiment aussi une expertise qu'on développe au fil des années et qui est importante pour nous. C'est notre teinte, c'est notre couleur, c'est ce qui fait que les gens vont venir vers nous et pas vers quelqu'un d'autre, donc c'est important. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'on occulte tout le reste, bien au contraire. Donc j'espère que ça répond à la question. Alors j'avais une autre question, qu'est-ce que moi je propose, quelle est mon approche du coaching ? Alors, qu'est-ce que je propose ? Donc, j'ai répondu. Moi, je propose de l'accompagnement individuel pour les personnes qui aident les autres. Donc, c'est, je l'ai dit, beaucoup de naturaux, mais pas que. Surtout des personnes qui sont dans le soin, dans le domaine de la santé naturelle. Et elles me contactent en général quand elles ont terminé leurs études. Alors, je reçois aussi des mails de personnes qui sont en début de formation ou qui veulent se former, mais moi, je ne prends pas à ce stade-là, je prends plus tard. Je peux recommander d'autres coachs dans ce cas-là, avec grand plaisir, si c'est vraiment pour se questionner sur la reconversion, etc. Plutôt des personnes qui vont intervenir avant. Et moi, je serai dans un deuxième temps. Et moi, je propose des accompagnements qui sont sur 9 séances, 9 à 12 séances en général. Et on travaille beaucoup sur des questions qui reviennent souvent, mais souvent les mêmes questions. La question de la légitimité, la question de l'alignement. Qu'est-ce que je veux pour ma vie par rapport à mes valeurs de vie ?
qu'est-ce que je veux construire sur ces valeurs de vie. La question de oser se rendre visible et de montrer tout ce qu'on est quand on développe une activité de soins et d'aide aux autres. La question de passer à l'action, à chaque fin de séance de coaching, c'est bien là que ça se passe en fait, c'est le passage à l'action. Voilà, donc ça c'est pour mon accompagnement individuel. Après, je propose aussi en accompagnement collectif. Là, on a un groupe avec Julia Espérance. Julia Espérance, elle a créé Holilab, qui est une entreprise de communication pour les personnes qui sont dans nos métiers d'aide aux autres. Et donc avec Julia, on accompagne en ce moment une vingtaine de personnes dans un groupe pour 7 semaines. Et on les aide à travailler sur leur capacité à installer leurs entreprises, à se rendre visibles, à oser se montrer, sortir du bois pour trouver leurs clients. Et donc on fait ça avec un groupe. C'est la deuxième fois qu'on le fait. Et moi j'aime bien ce format-là. C'est un peu plus challengeant en ce moment parce que du coup pour passer à l'action quand on est confiné, c'est un peu différent. Mais c'est pas grave en fait. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Ce qui est bien quand même, c'est qu'il y a plus de temps pour créer des choses. Donc les personnes qui sont accompagnées en ce moment, elles ont plus de temps pour écrire le contenu de leur site, pour vraiment aller chercher profondément ce qui est là pour elles, ce qu'elles ont vraiment envie de faire. Et puis c'est vrai que le confinement, il nous invite à voir là où on en a vraiment ras-le-bol et là où on ne veut plus faire des compromis sur des choses, là où on veut vraiment y aller à fond. Donc on le voit dans le groupe, ça se bouge pas mal, notamment grâce à ça. Quel avenir pour le coaching en ligne? Donc il reste encore 3 questions. Si vous voulez poser vos questions, vous dans le chat, vous pouvez, parce que je peux rester encore un peu plus. Sinon je répondrai juste à celle-ci. Quel avenir pour le coaching en ligne? Alors, écoutez, moi j'ai envie de dire, c'est que le début. Hein. Enfin, moi je suis débordée, j'ai une liste d'attente, j'ai beaucoup de monde en coaching individuel, en coaching de groupe, en classe de coaching. Donc quel avenir pour le coaching en ligne? J'ai envie de dire, c'est vraiment, tout est possible. En ligne, c'est génial parce que vous voyez, mes activités ne sont pas impactées. Je ne l'ai pas fait pour ça, hein, je l'ai fait parce que moi j'adore voyager et donc du coup je voulais pouvoir être libre d'être où je voulais géographiquement. Mais le bénéfice secondaire, c'est que je peux travailler de partout et s'il y a un confinement, j'ai pas de problème tant qu'il y a Internet. Donc je mesure la chance que j'ai en ce moment que mon activité professionnelle soit pas impactée, en tout cas pour cette partie-là. Parce que bien sûr, les événements, j'ai dû les annuler. Je ne sais pas si ma retraite aura lieu en août encore. J'attends de voir venir pour savoir si les frontières vont s'ouvrir, etc. Donc, c'est dur pour les personnes qui, avec le cabinet et les événements, c'est vraiment rude là en ce moment pour les personnes qui n'étaient pas en ligne. Donc, voilà, avoir ça en ligne, c'est vraiment un soulagement pour moi. Et donc si vous voulez être coach, moi je peux que vous recommander de faire au moins une partie en ligne, même si vous aimez le présentiel et d'être le contact avec les personnes, c'est super, mais peut-être prenez soin d'avoir quand même une partie en ligne, même après le confinement, pour peut-être vous entraîner à le faire en ligne et pour être à l'aise. Quelle importance de la présence sur les réseaux sociaux pour son activité? Alors moi j'aime bien cette question parce que ça me touche personnellement. Donc ça n'a peut-être pas l'air comme ça, mais j'en ai parlé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Je voulais pas y être sur les réseaux sociaux. En fait, je voulais me cacher et je voulais pas qu'on me trouve. Donc ça, c'était jusqu'à 2015 pour plusieurs raisons. Parce que j'avais pas envie qu'on me trouve sur les réseaux sociaux et parce que j'avais peur que les gens me disent que ce que je dis, ça n'a pas de valeur, qu'on vienne me critiquer, etc. C'est ce que j'appelle maintenant les bouffeurs de chips en pyjama derrière leur écran, qui n'ont pas de photos, mais qui viennent quand même critiquer ce que les gens écrivent. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de lire les écrits de Brené Brown sur la vulnérabilité et le fait de l'entendre dire qu'elle ne prend pas de critiques de la part de gens qui ne sont pas dans l'arène. Et ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai décidé de faire la même chose. C'est-à-dire que les gens qui critiquent mais qui eux ne font rien, qui eux ne participent pas au monde avec tout ce qu'ils sont, tout ce qu'elles sont, je lis même pas leurs commentaires, ça ne m'intéresse pas. Si eux ne participent pas et n'osent pas faire des choses, vraiment, ils sont pas du tout les bienvenus dans mon univers. Donc, ça c'est très important, ça je l'ai vraiment compris avec le temps. J'avais été aussi, ça c'est plus personnel, mais j'avais été victime d'une agression quand j'étais plus jeune.
Et j'avais peur que ça recommence, en fait, que la personne me trouve. Donc ça, c'était un gros travail en psychothérapie de comprendre que j'étais devenue une autre personne et que j'étais plus du tout la personne qui avait été agressée avant quand j'avais 24 ans et que je pouvais complètement tourner la page et créer autre chose bien des années après. Hein. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, c'est bon. C'est juste qu'avant, j'étais incapable de le faire, incapable de penser que je pouvais me recréer, que je pouvais créer une nouvelle Anne-Claire qui avait plus peur de ça, etc. Et donc, ça a été un gros travail personnel de travail sur moi. C'était les écrits, on me demande pardon, de Brené Brown, Le pouvoir de la vulnérabilité. Brené Brown. Voilà, je voudrais revenir sur la question qui était quelle importance de la présence sur les réseaux sociaux pour son activité. Alors ce n'est pas du tout obligatoire d'être présent sur les réseaux sociaux quand on est coach. Simplement, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi n'avez-vous pas envie d'y être? Quelles sont les croyances que vous avez des réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous avez qui vous empêche d'y aller? Je ne dis pas que ce n'est pas légitime. Peut-être que ce que vous avez envie pour votre vie, c'est autre chose. Mais si ça vient d'un espace de peur, si vos objections pour ne pas être sur les réseaux sociaux viennent d'un espace de peur, alors il y a quelque chose qui n'est pas juste. Ce n'est pas une vraie liberté de choisir de ne pas y être. C'est que vous préférez ne pas y être parce que vous n'aimez pas y être. Et ça, c'est vraiment pas du tout la même réponse qu'un vrai choix de ne pas y être. Donc réfléchissez à cette question et maintenant je peux répondre vraiment. Vous pouvez tout à fait fonctionner différemment. Par exemple, tout à l'heure, j'ai cité Kairo. Kairo, quand je l'ai rencontré, son coaching était très florissant et il n'était pas sur les réseaux sociaux. Il avait une page avec son entreprise, mais alors avec très peu de personnes qui les suivaient. Et d'ailleurs, j'avais été surprise parce qu'il avait très peu de personnes qui les suivaient, mais beaucoup d'avis. C'est-à-dire que je m'étais rendu compte qu'il devait avoir un réseau immense de gens qui étaient contents de son travail pour avoir autant d'avis et si peu de followers. Et donc, quand je dis peu, c'était genre 200. C'est pas beaucoup pour quelqu'un qui, pour moi, avait 20 ans d'expérience, quelqu'un dont le coaching est plein, complet, etc. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et pour en avoir discuté avec lui avait une toute autre approche que l'approche des réseaux sociaux. L'approche des réseaux sociaux, c'est une approche vraiment très globale où vous parlez à tout le monde. Où vous parlez à tout le monde et notamment à une grande partie qui est silencieuse, ce qui peut paraître un peu frustrant, surtout au début quand on lance ses activités et qu'on se dit mais en fait est-ce que les gens me regardent, est-ce que les gens aiment ce que je fais? Il faut quand même savoir qu'il y a une immense majorité des gens qui ne likent pas les posts et qui ne commentent rien. C'est-à-dire que ce sont des consommations passives de ce qu'on partage généreusement, de ce qu'on a découvert, de posts, d'exercices, de prise de conscience, etc. Et donc c'est vraiment une consommation passive jusqu'à ce qu'un jour, la personne qui vous suive se dise « Aujourd'hui, c'est le jour où j'arrête de procrastiner sur ce que j'ai envie de faire et je vais faire appel à cette personne que je suis depuis 1 an et demi et qui m'inspire depuis longtemps et je vais lui passer un petit coup de fil et je vais prendre rendez-vous avec elle. » C'est étonnant en fait de voir à quel point, moi je le vois en rendez-vous découverte, je demande toujours la question « Pourquoi tu es là? Pourquoi tu viens à ce rendez-vous découverte avec moi ?» Et les gens me disent parce que je te suis, ça fait longtemps que je te suis, ça fait longtemps que je me dis quand même je pourrais te demander que tu m'accompagnes. Et souvent je leur dis mais combien de temps? Mais des fois ça fait 4 ans qu'ils me suivent les gens, c'était tout au début, c'était avec la naturopathie pour les nuls, avec mes premiers partages. Donc vous n'avez pas idée des gens que vous inspirez, même si ça prend du temps pour elles, pour eux, pour vous recontacter. C'est quelque chose où ça prend de la hauteur, vous plantez plein de graines, vous êtes des semeurs, plantez plein de graines et un jour elles vont pousser et c'est autant de personnes qui vont venir à vos ateliers, à vos retraites, qui vont peut-être acheter vos programmes en ligne si vous créez des programmes en ligne. Les gens commencent par souvent consommer des choses qui sont passives, où ça ne demande pas qu'ils se montrent ou qu'ils vous appellent au téléphone, etc. Ils vont peut-être plus volontiers consommer d'abord un e-book, un programme, etc., qui vont faire un peu caché derrière leur écran, jusqu'à ce qu'ils veuillent bien travailler avec vous en présentiel ou en individuel, etc. Donc, vous n'avez pas idée de ce qui se passe en fait pour les personnes que vous inspirez. Donc voilà, ça c'était pour la réponse sur les bienfaits des réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, maintenant, je suis une convaincue, hein, même s'il m'a fallu du temps pour m'y mettre et qu'au début, j'ai montré un petit bout d'ongle, et puis un petit bout de doigt, et puis une main,
petit à petit et que maintenant j'ai plus peur d'y aller parce qu'en fait je vois que tout va bien, mais il a fallu que j'y aille doucement comme un terrain inconnu, donc petit pas par petit pas. Et donc pour dire qu'on n'est pas obligé, il y a d'autres façons de faire. Par exemple, quand j'ai demandé à Cairo comment il avait fait, c'est un homme de réseau. C'est-à-dire qu'il a décroché son téléphone et en one-to-one avec les gens, il les a appelés. Il a dit, écoute, maintenant je suis coach, je fais ça, ça a beaucoup de valeur pour les personnes et ça fait du bien. Est-ce que je peux aider des gens que tu connais? Et ça, il a beaucoup fait. C'est-à-dire qu'il a beaucoup pris des nouvelles de tous les gens qu'il connaissait. C'est vraiment un homme très sociable. Et à chaque fois, il disait, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait bénéficier de mes services? Et en fait, comme ça, petit à petit, il a rencontré de plus en plus de personnes, il a étendu son réseau, donc il a un réseau immense, et il a beaucoup de gens qu'il a aidés, qu'il a accompagnés, qu'il accompagne aujourd'hui, parce que c'est le bouche à oreille qui l'a fait fonctionner. Donc, je trouve ça génial, absolument admirable. Et en même temps, ça a ses limites. C'est-à-dire que quand il faut remplir une formation, une retraite, etc., tu ne peux pas décrocher ton téléphone et faire du one-to-one et tenir au courant tous tes amis et tous les amis de tes amis que tu as un nouveau truc qui va sortir et que tu aimerais bien qu'il y ait des inscrits. Donc là, ça a quand même ses limites. Si on travaille qu'avec des individuels comme ça, voilà, c'est un peu compliqué. Et je me suis rendu compte que Cairo l'avait compris aussi parce que du coup, on a rempli les formations de coaching, etc. Notamment parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui me font confiance et que j'ai semé beaucoup de graines partout autour et que ces gens-là ont compris la valeur des choses que j'avais découvertes ces dernières années. Donc, pour développer une activité de coaching, c'est pas nécessaire d'être sur les réseaux sociaux, mais à partir du moment où vous avez d'autres choses, si vous voulez remplir des événements, etc., il y a un moment où, oui, les réseaux sociaux, ça permet de faire ça. C'est pas obligé d'avoir des réseaux sociaux, ça peut être aussi par exemple des newsletters, si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus intimiste. Mais si vous voulez faire des newsletters, alors il vous faut une stratégie. Il va falloir que les gens, vous arriviez à les attirer sur votre site pour obtenir leurs emails et pour pouvoir leur envoyer régulièrement des infos, des exercices, des choses comme ça, qui vont faire qu'ils vont rester en contact avec vous et que vous allez pouvoir les tenir informés des choses que vous créez, de vos accompagnements, de vos événements, etc. Donc c'est un travail au long cours. Moi, c'est quelque chose que j'avais jamais trop développé parce que les newsletters, ça me saoulait pas mal. J'en ai très peu reçu. Les gens qui sont abonnés à mes newsletters, je suis désolée si vous attendiez à avoir plus d'infos, mais je dois en envoyer 4 par an, je crois. Et c'est quelque chose dont je vais m'occuper cette année. Donc j'ai embauché une personne qui m'aide à réfléchir à comment je peux communiquer plus par newsletter. Parce que j'ai envie en fait maintenant. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seront au rendez-vous si je le fais. Donc c'est mon challenge. Je vais m'y mettre. Donc voilà pour la réponse sur les réseaux sociaux. C'est pas obligatoire, mais c'est puissant si on a envie de le faire. Et voilà, c'est la conclusion. Et posez-vous les bonnes questions sur pourquoi vous n'avez pas envie de le faire. Et ça m'a donné envie de... Comme c'est quand même des questions que j'ai très souvent et qui reviennent très souvent aussi en accompagnement individuel, peut-être qu'à un moment je ferai un programme sur comment s'installer sur les réseaux sociaux en tant qu'accompagnant, etc. Je vais réfléchir à tout ça, à ce que j'ai envie de créer. Mais il y a quelque chose peut-être là-dessus. Parce que ça a été mon challenge. Et la dernière question, sauf s'il y a des questions qui arrivent dans le chat entre-temps, qu'est-ce qui fait la différence pour réussir dans le métier ? Je dirais c'est l'énergie qu'on y met, peut-être. L'énergie, un peu comme dans beaucoup de choses, finalement. Il y a beaucoup de gens qui se forment à des nouvelles disciplines, qui font des formations, etc. Et puis, qui laissent tomber, qui ne donnent pas tout, qui n'essayent pas tout. C'est peut-être l'implication qu'on va avoir, vraiment l'énergie qu'on va y mettre. C'est vrai que moi, quand je me suis formée en tant que coach au début, donc j'avais dit tout à l'heure, pour les personnes qui reviendront sur le début du live, en replay, moi je me suis formée au coaching en Inde en 2017, début 2017. Et au début, j'ai pratiqué juste en tant qu'accompagnante avec la naturopathie et avec les outils de gestion des émotions, de libération des émotions. Et puis après, je me suis dit quand même, j'aimerais bien faire du coaching plus. Et là, j'avais pris 10 personnes sur 5 séances. Ça, c'était début 2018, je crois. Et après, en 2019, je me suis dit, là, je vais vraiment faire du coaching. Et donc, j'ai arrêté de faire de la naturopathie, j'ai arrêté de faire des séances uniques. Et j'ai fait énormément de séances découvertes pour devenir meilleure, à faire des séances découvertes, devenir encore meilleur coach et délaisser du coup la naturopathie. Il m'a fallu faire un choix. Et ce qui s'est passé, c'est que
ça a été super intéressant parce que j'ai vu beaucoup de monde en séance découverte et je me suis vraiment affirmée. J'ai dit vraiment maintenant je suis coach et je vais faire que ça. Et il y a eu pas mal de gens qui ont dit bah non, en fait j'ai pas envie de me faire accompagner, etc. Et donc j'ai dû aussi accepter parce que c'était un autre mode de fonctionnement, c'était offrir la séance découverte et après avoir des gens qui venaient avec moi pour 9 ou 12 séances d'un coup. Et c'était merci, je les remercie beaucoup pour leur confiance, toutes mes toutes premières clientes et tout ça. Et, euh, et voilà, petit à petit, ça a grandi. Donc c'est vraiment une question d'engagement. Je me suis engagée. Je me suis dit, voilà, maintenant je fais ça pour de vrai. Et je vais le faire full on, comme on dit en anglais. Et voilà, il faut y aller, quoi. Pourquoi j'ai laissé tomber la naturopathie? Tiens, on me demande. Merci pour ta question. Alors, je pense que j'ai senti très tôt, même pendant que j'étais en études de naturopathie, j'ai senti très tôt que être naturopathe en cabinet, ça me motivait moyennement. Mais quand même, la discipline m'intéressait et surtout partager les principes d'hygiène de vie, partager l'éducation à la santé m'intéressait quand même beaucoup. Et j'ai écrit La naturopathie pour les nuls et ensuite 8 autres ouvrages en santé naturelle sur 3 ans. Donc ça a été vraiment, j'ai fait beaucoup beaucoup de choses. Et je me suis dit quand même qu'il fallait que je pratique en cabinet pour... je me rappelle, ma pensée c'était pour pas être une naturopathe en carton. Donc là c'est vraiment question de la légitimité, hein. C'est-à-dire je suis naturopathe, j'écris des bouquins, mais en fait j'ai jamais vraiment pratiqué en cabinet. Qu'est-ce que je fais? Donc c'est pour ça surtout que je me suis installée en cabinet. J'ai fait du cabinet pendant 3 ans dans des cabinets d'ostéopathie et kiné. Et quand j'étais en voyage, je le faisais à distance sur Skype. Et en fait, j'ai très vite ajouté l'outil de libération des émotions, EFT, Matrix, etc. Et je me suis rendu compte que j'étais limitée parce que je ne pouvais pas aider les gens à se transformer. En fait, je leur donnais des conseils en bonne éducatrice de santé, en fait, passionnée, généreuse, je vais vous aider, tout ça. Et je les aidais aussi à libérer leurs émotions, mais je ne pouvais pas les aider à se transformer. J'avais pas cette brique-là, je ne savais pas faire. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai appris le coaching en plus pour m'aider. Et après, j'ai ajouté coaching, libération des émotions, naturopathie, etc. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un certain temps, j'ai des naturopathes qui sont venus me voir et qui m'ont dit mais comment tu fais ton métier? Parce que nous, on ne le fait pas de la même façon et on a du mal à s'installer, on a du mal à trouver notre place, etc. Et j'ai commencé à faire un atelier à Paris, c'est ça l'histoire, qui s'appelle Développer ses activités de thérapeute. Et ça, c'était septembre 2018. Et je l'ai fait 3 ou 4 fois sur 2 saisons. Et j'ai eu énormément de monde. À chaque fois, il était plein à craquer. Développer ses activités de thérapeute. Et là, je me suis dit, ok, Anne-Claire, tu as dû comprendre des trucs ces dernières années avec qui tu es devenue, avec les formations que tu as faites. Et peut-être que c'est le moment de partager ça avec les personnes qui en ont besoin. Et c'est comme ça que je me suis dit que je pouvais coacher les personnes qui aident les autres et les aider à trouver leur place. Et c'est pour ça que j'ai changé. Donc, j'ai pas laissé tomber la naturopathie. J'ai passé des étapes qui m'ont amené à l'étape que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire j'accompagne les accompagnants. Mais demain, je sais pas. Je continue, parce que je continue de me former en continu. Moi, je suis encore à l'école. Je suis encore... voilà, je sais pas demain, qu'est-ce que je ferai? Est-ce qu'on me dira, est-ce que tu as laissé tomber le coaching? J'en sais rien. Je continue. Je vais là où je sens que ça vibre pour moi et je vais là où c'est important pour moi. Alors, j'ai d'autres questions. Est-ce que tu penses qu'on peut allier ces réseaux perso et pro, par exemple sur Instagram? Alors moi, j'en ai qu'un. Sur Instagram, j'ai un seul compte, j'en ai pas deux. Et je suis la même personne dans la vraie vie et enfin voilà, je suis la même. Et de toute façon, je mets pas beaucoup de... Enfin, j'allais dire, je mets pas trop de choses trop intimes. Je mets des choses intimes quand elles sont importantes pour les choses que j'ai envie de partager et que j'ai envie de faire comprendre et qui, je pense, sont universelles pour les personnes, pour des prises de conscience. Si ça m'a aidé, ça peut certainement aider quelqu'un d'autre. Mais pour aider à la distinction, parce qu'il y a pas mal de personnes que j'accompagne qui ont peur de ça aussi, de trop se dévoiler sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime bien dire que je ne suis pas une blogueuse. Je ne raconte pas ma vie pour raconter ma vie. Alors, attention, hein, il y a des blogueuses que je trouve très inspirantes et que je suis, etc., que j'adore. Mais moi, je suis une coach, je suis une naturopathe, je suis... voilà, enfin, je veux dire, j'ai un cœur de métier qui n'est pas le blogging. Donc, je ne partage pas des choses juste parce que c'est un plat, c'est ce que j'ai cuisiné. Vous voyez, en fait, j'ai envie de partager des choses parce qu'elles m'inspirent pour de vrai, du fond de mon cœur. Et voilà, donc j'ai pas besoin de réseaux sociaux pro et perso. Voilà. Sur Facebook, c'est un peu différent parce que c'est une page. Donc j'ai une page pro et j'ai un compte perso.
Et j'ai que 30 secondes restantes, ça fait déjà 1 heure. Donc j'imagine qu'on fera un autre live. J'en profite pour vous dire qu'il y a un live jeudi soir que je vais faire avec Sophie Guibert, qui est aussi coach. Donc peut-être venez nous poser des questions jeudi soir à 18h30 avec Sophie. Et je vous embrasse et je vous souhaite plein de bonheur. À très vite. Bye.